On n'a pas eu le cœur de vous séparer comme les couples très unis pour cette petite cérémonie intitulée La garde à oui. Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, est-ce que le monde de l'entreprise a changé depuis votre première caméra café? Ouf, ma foi, oui. Il a été soumis au passage il y a quelques années maintenant d'un certain Nicolas qui effectivement a radicalement changé la vision qu'on a au quotidien de l'entreprise. Et en même temps, ça nous donne à nous le loisir de trouver de la matière parce que notre terreau principal, évidemment, c'est ce qui se passe au sein des entreprises. Et c'est vrai que... Déjà, les gens arrivent plus tôt au bureau. Oui. Est-ce que l'amour au bureau, est-ce que l'amour au bureau est inclus dans les 35 heures? Ah oui, il y a au moins 30 heures qui y sont consacrées par semaine dans le Caméra Café. Ah bah vous avez des gens vigoureux. Ah oui. Ils ont que ça à faire dans la Veule, dans la région qu'on représente, ils ont que ça à faire. Voilà donc, et c'est le sujet de notre entretien et la raison de notre invitation, un film qui s'intitule Séminaire, avec quand même en sous-titre Caméra Café, pour rappeler les bons souvenirs. Des bons souvenirs qui d'ailleurs vont revenir sur les petits écrans. Oui, il va y avoir une nouvelle formule avec de nouveaux comédiens que nous avons recrutés. Mais avec toujours la caméra. Mais toujours le même concept. Et toujours le même concept, mais 15 nouveaux comédiens qui vont défendre les couleurs et la maison que nous avons laissée bien propre et bien rangée. Espérons qu'ils ne foutent pas le bordel et que ça marche aussi bien qu'à l'origine. Alors, est-ce que le séminaire est une opportunité, une fête ou un supplice ? C'est un peu des trois à la fois, c'est-à-dire que c'est une opportunité pour ceux qui sont un peu au bas de l'échelle et qui voudraient se refaire une virginité au sein de l'entreprise. Enfin, c'est le cas de Jean-Claude Convenant, le personnage que j'interprète, puisque lui, il a tout à gagner, il part de très très loin. Il a 2 en tout. Donc en présentation, en élocution, en syntaxe. Alors ensuite, c'est une fête parce qu'on se retrouve en dehors de l'entreprise. Ah bah oui, pour eux c'est l'occasion effectivement de visiter Paris, parce que c'est la première fois qu'ils y vont. Ils quittent leur province natale pour monter sur la capitale et donc ça donne une scène savoureuse de l'arrivée de Jean-Claude et Hervé en Xantia sur le périphérique de la Défense, cherchant vainement une issue de secours. En ayant au préalable fait une course avec un TGV. Pour voir si la Xantia V2... Vous l'avez vraiment fait, la course avec le TGV? On a vraiment fait une course contre le TGV. La SNCF nous fait la gueule maintenant. On voyage plus qu'en Micheline. Voilà. Alors, vous foutez de notre gueule, vous allez voir. Un supplice parce qu'il faut se taper des discours qui sont souvent lénifiants et parce qu'on vous soumet à des exercices qui sont tous plus ridicules les uns que les autres. Mais tous vrais. Par contre, tous les exercices qu'on décrit dans le film sont tirés de vrais séminaires, que ce soit les puzzles géants, que cette montgolfière dans laquelle il faut enlever des poids pour qu'elle puisse enfin prendre son envol, ce qui sous-entend que la société délivrée de son poids va enfin, elle aussi, s'envoler vers les sommets. Vous avez l'identification animale aussi, puisque certains... Beaucoup d'anthropomorphisme. Qui est d'ailleurs assorti d'un exercice vocal. Ah oui, il y a évidemment, le séminaire, c'est l'occasion pour tout le monde d'être un minimum ridicule, ne serait-ce que 30 secondes devant tous ses camarades. Alors vous êtes classé selon un profil animalier, il faut que vous fassiez le cri de l'animal. Je sens que tu vas t'y coller, Jean-Claude. Voilà, donc moi, je rappelle qu'il est le mandril. Le personnage de Jean-Claude, oui, c'est un singe, le mandril, oui. Et moi, je suis un furet. Vous pouvez faire le cri du singe? Le mandril, c'est assez sommaire. Voilà. Oui. Ça rappelle des souvenirs. Oui. Quand je vous disais qu'on consacrait 30 heures de notre vie au coït. Alors, le furet, il fait un bruit très particulier qu'on n'a pas réussi à identifier. Il fait une sorte de comme ça, quelque chose qui est... Une espèce de vroute-vroute. Voilà, qui nous a été certifié par une propriétaire de furet. Oui, Anaïs à Brest, qui nous a dit j'ai un furet, et le furet, quand tu le presses un peu, il fait il faut le presser, il faut un peu le compresser. Voilà, tu vois ce que je veux dire, voilà. Presser le furet, c'est une très belle image. Voilà, presser le furet, c'est une belle image. Très différent. Est-ce qu'il existe des syndicalistes opportunistes? Des syndicalistes opportunistes, écoutez, j'en suis l'incarnation. En tout cas, Hervé Dumont, effectivement, est un syndicaliste quand ça l'arrange. Et surtout quelqu'un de prêt à être conciliant avec le patronat dès qu'il sait lui parler avec des petites enveloppes un peu épaisses et remplies de billets bleus. Ah si, je vous assure, Hervé Dumont est comme ça. C'est de l'invention. Mais il n'est pas représentatif des syndicalistes, il n'est représentatif que de lui-même. Et vous ne donnez pas le nom de son syndicat, bien sûr. Si, le CFDS, mais par bonheur, il n'existe pas. Oui. Ou alors... Cela dit, quand on a su que le MEDEF faisait quelques libéralités...
La centrale des patrons. On a dit que de temps en temps, ils aidaient des syndicalistes dans le besoin. Non, mais ça c'est blasphème et rumeur. Non, je ne veux pas entendre parler de ça. Les syndicats n'ont répondu. Hein. Jamais. Non. On ne sait pas qui met les thés noirs sur cette affaire, si ce sont les syndicats ou le MEDEF. Hein. Oh, personne n'en sortira grandi. Hein. Que conseillez-vous Que conseillez-vous? Faire l'amour sur le capot d'une voiture ou sur le sous-main d'un bureau? Ça dépend de la largeur du postérieur de madame, mais sur un capot de voiture, oui, un capot de voiture, ça c'est plus la spécialité de Jean-Claude Convenant. Convenant, pas convenable. Rugir le moteur, comment on dit. Pourquoi? Parce que souvent le capot est encore chaud. C'est ça qui est agréable. Oui, quand vous allez chercher votre voiture à la fourrière, il faut faire avec ce qu'on a, Philippe. Oui. Hein? Alors forcément, vous cherchez un support, le premier venu, c'est un capot. Voilà. Faut éviter la Mercedes à cause de l'étoile. Hein. La Rolls aussi, ça va être désagréable. Les syndicalistes en ont pris. Et la Jaguar. Alors ils sont très compromis. Est-ce qu'il est courant dans l'entreprise, et là je me réfère à une scène importante du film, de pouvoir combiner une petite gâterie et un coup de téléphone? Alors attendez, on est bien en grosse tête donc. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai qu'à un moment il y a... C'est le vie de l'entreprise. Oui, le vie de l'entreprise, voilà. Non, mais c'est pas un coup de fil que je donne en même temps. C'est parce que Jean-Claude m'a donné un conseil pour retenir son envie, son désir séminal, si j'ose dire. Il m'a donné l'occasion de découvrir une méthode a priori infaillible, à savoir lire une œuvre ou lire des papiers pendant qu'on s'active, ce qui permettrait a priori de se retenir. Et c'est là que je découvre effectivement le poteau rose, et je découvre que ce séminaire ne camoufle en fait qu'une restructuration de l'entreprise et qu'on va tous se faire virer, mais je le découvre tout en honorant une demoiselle très accorte. Mais je suppose quand même que ça nuit à la continuation de votre désir. C'est-à-dire que quand je découvre le poteau rose, je crie non, 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 et elle crie oui, 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 elle est au sommet de son plaisir. Et moi, je suis au sommet de mon déplaisir. Elle aussi découvre le poteau rose à ce moment-là. Oui, C'est bien ça. Oui, il fallait mettre le gong là. Ça me sauve un peu, ce truc-là. Les grosses têtes sur RTL. Permettez-moi maintenant de poser des questions tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Est-ce que, Bruno, vous ne devriez pas vous faire appeler tantôt solo, tantôt duettiste, selon la carrière que vous choisissez d'exploiter? Parce que, bon, quand vous êtes tout seul sur la scène solo, c'est normal, mais quand vous revenez vers votre compagnon... Bah oui, c'est vrai que je suis une sorte de solo duo. Paradoxalement, j'ai rarement fait honneur à mon patronyme, puisque j'ai toujours défendu l'idée de travailler en troupe, tant au théâtre qu'avec Caméra Café, qu'avec Yvan, et c'est vrai que j'ai plus souvent apprécié l'idée de me retrouver. Quelquefois sans Yvan. Hein, c'est vrai que tant sur les films, mais même dans les films dans lesquels j'ai joué, j'ai fait beaucoup de films de bande, moi, que ce soit La Vérité si je mens ou Livraison à domicile. Est-ce que vous êtes un patron social? Parce que j'ai vu ce matin dans Télé 7 jours que vous aviez 40... Parle de moi dans Télé 7 jours, maman, t'entends? Vous aviez 40 salariés. Bah oui, j'ai une boîte de production avec laquelle on fait pas mal de programmes pour la télévision, que des fictions. Donc rien que des choses bien innocentes, de Kaamelott à Caméra Café, en passant par Vous les femmes. Enfin, il y a pas mal de séries, de spectacles de théâtre aussi. Effectivement, il y a 40 salariés dans la petite entreprise qui n'en comptait que 5 au départ. Alors, êtes-vous un patron social? Je crois, oui. Ne serait-ce que parce que j'ai l'impression qu'on engage plus qu'on ne vire et que finalement on fait marcher et beaucoup d'auteurs, beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'acteurs, et qu'au travers de nos productions, et ici et dans le monde, puisque Caméra Café est la série française la plus vendue dans le monde, on fait finalement travailler pas mal de gens. Donc si c'est ça être un patron social, je pense que je le suis. Ouais. Oui, et puis bon, vous allez réengager des gens pour la nouvelle série. Ah bah oui. Là, mais qui ne seront pas ceux qu'on a vus au départ. Hein. Non, c'est 15 nouveaux. On en a vu 388, donc on en a gardé 15, donc il y en a 388 moins 15 qui nous font la gueule, mais il y en a 15 qui sont ravis là en ce moment. Mais il y aura plus le DRH qui est formidable, faut rappeler le nom d'acteur. Tom Novembre qui prend le rôle initialement joué par Gérard Chailloux. de Gérard Chailloux. Gérard qui est formidable. Et qu'on retrouve dans le film, lui, par contre. Mais qui ne sera pas dans la série. Donc il n'y a plus personne. Il n'y a que Tom Novembre qu'on retrouve pour ceux qui connaissent la série. Il est monté de chez Digix. Voilà, en fait, on appelait Digix les connards du dessus. Oui. Et vous apercevrez très vite qu'ils nous appellent donc les connards du dessous. Et on a trouvé une astuce très simple. On a monté la caméra d'un étage et on raconte cette boîte qu'on évoquait sans jamais la montrer, qui est la boîte Digix. C'est les aventures de cette nouvelle boîte qu'on va... Est-ce que la présence de 5 bébés n'a pas compliqué le tournage? Ah oui, 5 bébés, oui, c'est vrai que ça a été l'aventure.
tourner avec les enfants, avec les animaux, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui. Les nourrissons et les... Et il paraît que ce sont ceux qui ont le plus de talent parce qu'ils ne comprennent pas les indications du metteur en scène. Enfin, c'est ce que W.C. Field disait quand il sortait de l'endroit. Il disait surtout que quelqu'un qui n'aimait pas les animaux et les enfants ne pouvait pas être un mauvais totalement mauvais. Et vous savez ce qu'il avait fait avec un gosse sur un tournage? Il supportait pas les gosses. Et par contrat, le môme devait avoir un jus d'orange à telle heure. Il foutait de l'agneau dans le jus d'orange. Mon Dieu. Et alors, le gosse, évidemment, était pété comme un coin. Et il a fait virer le gosse en disant c'est pas normal, il est bourré à 4 heures de. Ouais. Mais c'est vrai, véridique. Hein. Ça, c'est formidable. Ignominie jusqu'au bout. Mais c'est Fields. Alors, la vie de l'entreprise, bon, elle a un petit peu évolué, mais pas tellement. On est toujours dans un endroit confiné avec des jalousies, des amours, tout ça est un peu à la tête du client, pas toujours très sympathique. Alors, nous avons retrouvé, en fouillant les archives des grosses têtes, qui sont considérables, puisqu'il y a 33 ans de souvenirs maintenant, nous avons retrouvé un témoignage de François-Xavier Demaison, qui, lui, s'était servi de son expérience de trader à New York pour raconter un séminaire de réorientation. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Pour ce séminaire de réorientation affective au Centre culturel Mike Brandt, on va essayer de se parler, on va essayer d'apprendre à se connaître autour d'un café fédérateur. On va tous s'allonger, on va tous se mettre en chaussettes, on va respirer par le nez, on va respirer par la bouche, et nous allons tenter de respirer par l'anus. Oui, Lucinda, on t'écoute, on échange. Alors toi, Lucinda, tu t'es faite licencier de ton entreprise parce que tu étais obèse. C'est fou, enfin, c'est énorme. Non, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire, Lucinda, ne pleure pas, voyons, enfin. Plutôt si pleure. En plus, tu élimines. Oui, alors Patrick, j'ai vu sur ta fiche que tu n'as pas encore payé le stage. Ce n'est pas bien. Oui, je sais, Patrick, tu es au chômage depuis 2 ans. Ça n'est pas une raison. Patrick, je vais te demander de passer au secrétariat tout de suite. Je crois que ce n'est pas te rendre service que d'être le complice de l'assistanat dans lequel tu t'es enfermé. Ah, on s'y croirait un peu. Vous savez que quand on a écrit le personnage du coach, il avait été écrit pour François-Xavier Demaison. Ah oui. Parce que c'est vrai que le séminaire, c'est le film auquel on a initialement pensé avec Yvan, avant même de créer Espace Détente, le précédent. Et quand on a vu le spectacle de François-Xavier Demaison, on s'est dit qu'il serait un coach formidable. Mais bon, il était pris sur d'autres films. Et on a pris Scali Del Pera, finalement, formidable acteur aussi. Mais on a vraiment pensé à François-Xavier en écrivant ce personnage. Et pourquoi ne pas avoir tourné le film vous-même comme le précédent et avoir choisi un réalisateur chinois? Chinois qui aime les nems. Oui, Charles Nemes. Non, mais c'est Nemes, en fait. Il est hongrois. Hongrois comme notre président. C'est dit que ça nous ferait des entrées. Au palais. Pourquoi vous parce que sur le premier, on a découvert ce que c'était que de préparer, de repérer, d'écrire, de tourner, de réaliser, de jouer. Mais justement, maintenant que vous connaissiez le métier, vous pouviez l'exercer. Pour être tout à fait honnête, Philippe, on n'était pas super content du résultat. Ah bon, voilà, donc on a 2 millions d'entrées. Non, mais de la réalisation. C'est vrai qu'on avait juste posé notre caméra et on avait filmé l'histoire et il nous semblait indispensable qu'un réalisateur digne de ce nom amène son écriture cinématographique. Et c'est vrai que ce deuxième film nous semble infiniment mieux réalisé. D'ailleurs, c'est l'avis des gens qui l'ont vu et qui avaient vu le premier, infiniment mieux réalisé. Il a su se mettre au service de notre univers. Il nous fallait aussi un réalisateur qui mette sa susceptibilité un peu en bandoulière parce que, bien entendu, c'est notre histoire et on allait la porter à bras-le-corps. Et Charles Nemes a ce talent-là. Il avait déjà réalisé La Tour Montparnasse infernale. Il sait ce que c'est que travailler avec un duo. Et quel duo? Eric et Ramsey. Tu sais, quand tu as bossé avec Eric et Ramsey, c'est comme la première fois que tu viens d'avoir ton permis. Quand tu as passé la place de l'Étoile, tu peux conduire partout dans le monde, tu vois. RTL. Les grosses têtes. Le coup de sang d'Yvan Le Bolloc. Par ces temps de crise, justement, c'est le comeback d'un petit gars qui s'appelle Jean-Marie Messier. Et quand on a un tout... Oui, c'est touchant. Quand on a... Il vient de nous donner des leçons. Quand on a un tout petit peu de mémoire et qu'on sait par quoi il a fait passer les employés de chez Vivendi, c'était une entreprise qui se portait pas si mal, qui était assez florissante. Et puis il a littéralement coulé sa boîte. Et puis ensuite, il a coulé Canal, il a coulé Vivendi. Et puis il voulait quand même partir avec ses 20 millions de bonus. Il voulait pas les lâcher. Il les a pas eu. Oui, mais enfin, il a fait quand même des pieds et des mains pour les avoir. Et puis après, il est quand même parti. Enfin, il est quand même l'inventeur d'une formule qu'on pourrait lire sur les t-shirts quand ça va pas dans une entreprise. Tout va mieux que bien, hein?
Ah bah oui. Oui, c'est ça, c'était ça son dernier truc. Donc c'est un professeur d'économie qui n'est pas qualifié pour ça. Non, mais c'est surtout qu'ils reviennent aujourd'hui. Non, mais qu'on oui, laisse on le ressort audience, aujourd'hui, enfin, partout. et qu'on le laisse parler. En fait, quand même, c'est juste honteux, quoi. C'est pour ça que la mémoire, c'est important, quand même. Hein. Eh oui. Et le coup de sang de Bruno Solo. C'est nettement plus léger, moi. Ouais. C'est plus léger parce que nous réunit, c'est autour du poker. Ouais. Oui. Ouais, parce que c'est vrai que moi je joue au poker depuis l'âge de 16 ans, j'en ai 44, donc ça fait quelques années que j'y joue. Je connais toutes les sortes de poker, celui que vous pratiquiez encore il n'y a pas si longtemps, le poker fermé, puis le poker à 7 cartes, et puis est venu le Texas Hold'em, et tout le monde se met à jouer au Texas Hold'em, si bien que vous vous retrouvez parfois dans des tournois où il y a des gens qui ont appris à jouer au poker la veille, parce qu'effectivement c'est un jeu extrêmement facile, c'est la bataille, hein, donc c'est pas, mais on apprend à jouer au poker en 10 minutes, on met une vie à savoir y jouer, et vous vous retrouvez avec des baltringues qui vous disent « Ah non, toi tu me fais marrer, je t'ai vu à la télé, je suis sûr que tu racontes des conneries, que t'as pas le jeu. » Et ils y vont. Et comme c'est pas leur jeton, parce que c'est des tournois où on vous offre des jetons, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, on vous offre les jetons, et il y a que le premier qui commence à gagner bien sûr un prix. Donc les gens ils s'en fichent, et puis ils misent, et puis vous vous retrouvez avec un baltringue qui vous sort au bout de 3 coups, parce qu'il a joué n'importe comment, et qu'il a juste compté sur la chance, alors que le poker c'est l'illusion du hasard. Et j'en ai un peu marre de ces tournois, donc je ne joue plus qu'en cash game. Voilà, un jeu, le cash game, c'est-à-dire vous jouez avec votre propre argent, et là effectivement les plaisantins ils viennent moins souvent, ouais. Parce que là, ah bah oui c'est mon fric, ah bah je l'ai perdu, ah bah oui là t'as perdu là. Oui. Vous conseillez d'être comédien si on veut jouer au poker? Oh, c'est pas sûr, je suis pas persuadé que ça soit un grand service, parce que les comédiens ont un ego un peu surdimensionné, et que c'est pas toujours très très bienvenu lorsqu'on joue au poker. Il faut savoir mettre son ego un peu en bandoulière. Je suis pas persuadé que les grands joueurs de poker sont souvent de très bons comédiens, mais les grands comédiens sont pas nécessairement de bons joueurs de poker. Et pourquoi les champions ont presque toujours des lunettes fumées? En général, c'est pas tellement pour pas qu'on voit leurs yeux, mais c'est pour pas qu'on voit où ils regardent. Ah oui, c'est-à-dire que le regard trahit pas grand-chose, parce qu'un grand joueur de toute façon a une telle maîtrise de soi qu'on voit pas très très bien. On peut pas lire. Par contre, le moment où il décide de vous regarder, et là où vous n'y attendez pas, et vous étiez justement en train de faire un geste qui pourrait vous trahir, là l'adversaire le voit pas, et c'est souvent pour ça qu'on porte des lunettes. Ouais. Moi j'aime bien qu'il porte des lunettes, parce que quelquefois il y a le reflet des cartes. Ouais. Avec le poker fermé c'était vrai. Ouais. Avec le poker fermé, parce qu'on avait le jeu, mais maintenant on n'a plus le droit de mettre le jeu devant soi. On regarde le jeu, on pose le jeu sur le sol, et on n'a pas le droit de le mettre devant soi, justement pour éviter ce genre de tricherie. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, 16h, 18h sur RTL. Cette peinture de la vie en entreprise, il y a parallèlement une description de la vie conjugale avec un curieux ménage à 3. Hein. Oui, le film commence, Jean-Claude, le commercial un peu bas de plafond, est en rupture de banc, puisque sa femme est partie avec les gosses. Enfin, pour une broutille, hein, Jean-Claude a essayé de toucher les sous de l'assurance en mettant le feu à la maison sans avertir la famille. Vraiment. Bon, ça, c'est vraiment des... Il y a des gens qui se vexent pour rien. Hein. Ah oui. Vous l'avez dit, il est con, donc c'est normal. Et donc, mais il le prouve, c'est sa force. Il demande enfin, il demande pas, d'autorité, il installe son camping-car dans le jardin de son camarade Hervé. Sur la trappe à mazout, ce qui fait que j'ai plus d'eau chaude et que je lave Marie-Georges, ma fille, à l'eau froide. Voilà. Parce que ma fille s'appelle Marie-Georges. Voilà. Et donc, un petit hommage. C'est un petit hommage à notre ministre des Sports. Oui. Mais... Voilà. Et donc le film s'ouvre là-dessus, effectivement, sur une espèce de ménage à 3 un peu curieux. Oui. Parce que votre ménage à vous a résisté. Hein. Enfin, il résiste à Jean-Claude, mais pas au quotidien. Hein, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit un amour très partagé. J'ai une tendresse assez unilatérale pour mon épouse qui repousse mes avances avec beaucoup de vigueur. Même quand vous allez... Pas qu'elle s'étonne après que j'aille voir ailleurs. Même quand vous lui dites que vous allez partir pour un séminaire et qu'il faudrait peut-être que vous preniez un peu d'avance sur les galipettes conjugales. Oui, je prends... Mais c'est ça, c'est une avance que je prends tout seul, quoi. C'est-à-dire que je ne fais pas l'amour. Je fais l'amour et ma femme me regarde lui faire l'amour, en fait. C'est assez misérable, hein, la vie qu'elle a mienne. Je suis assez content de partir à Paris. T'étais pas marié dans la série? Non, mais Valérie de Cobert qui joue donc mon éternelle fiancée que je drogue pour qu'elle puisse coucher avec moi. La petite blonde, là, la petite blonde. La petite blonde, dont le personnage et s'appelle Fred. Ben voilà, je suis marié dans le début de ce film. Je suis marié et j'ai un enfant avec elle, la fameuse Marie-Georges. Elle a accepté une fois. Elle a accepté une fois. Et sous l'emprise de l'alcool. Exactement, oui. Ou d'autres choses. Et alors, bon, quand vous faites l'amour, pratiquement elle bouge pas, mais si elle bouge pas, c'est que vous lui faites pas mal. Hein. Oui, non, visiblement, elle s'en rend pas bien compte. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, finalement.
Quand je vais voir ailleurs, elle s'inquiète pas non plus d'ailleurs. Dans ce film, il y a la base, encore que bon, tout le monde n'a pas accès à un séminaire. C'est quand même le personnel sur lequel on fonde certains espoirs. C'est l'élite de Diogène, vous avez qu'à voir. Et justement, l'élite, c'est le cadre. Et le cadre français, nous en avions eu une description assez fidèle, bien qu'un peu méchante, grâce à Jean-Yann. Le cadre français, il a des responsabilités, il a mal dormi, il a pensé à son travail. Pourquoi voulez-vous qu'il arrive à 8h comme les Péquenots? Il arrive vers 10h30 et il se prépare pour le déjeuner. Déjeuner d'affaires, c'est là que les choses se créent, bravo. Bravo au cadre français. Et que les marchés s'organisent et que la France peut briller à l'étranger. C'est grâce au déjeuner des cadres, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas dans une cantine pouilleuse que les affaires vont se faire. Vous croyez que le type de la BNP, il va racheter la Société Générale dans un snack ou au McDonald's? Voilà, après quand il a bien bouffé, parce qu'il rentre au bureau, il dort un peu. Et puis après, bon ben, il peut avoir des contacts, il convoque ses collaborateurs, ils font un petit pot. Donc ça se termine un peu tard, ces trucs-là, c'est normal. Le discours. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il dit bonjour monsieur le directeur. Oui. Quand le directeur arrive, il lui dit pas alors du con, t'as passé une bonne... Vous voyez? Rigolo comme tout le cadre français. Le cadre français, il arrive, il dit ah c'est un mec qui est dans les cabinets. Alors, le cadre français, il a des boules puantes dans son tiroir et tout. C'est vraiment bien. Qui mouille. Bonjour monsieur le directeur. Hop, un petit giclé. Ça amuse dans les bureaux. C'est très rigolo. Le cadre français, on a raison d'être fiers de nos cadres. C'est une description de la France qui gagne. Ça n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Hein. Bah écoutez, j'en connais qui aimeraient que ça change en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a un fond de vérité dans ce que dit Jean-Yann, comme dans Caméra Café, il y a un fond de vérité et c'est là-dessus qu'on s'appuie justement pour faire le succès de la série. Notre première volonté, c'est de faire rire, mais je pense que sous le vernis de la rigolade, il y a quelque chose qu'on dénonce dont on parle depuis des années et tout, qui fait que... Alors 8 ans de succès pour cette série, et elle est loin d'être achevée. Est-ce que vous pensez que ça a influencé la vie réelle en entreprise? Qu'il y a eu de plus en plus de gens devant les machines à café, qu'on a joué à la rigolade certaines scènes qu'on avait vues la veille? Ah, vous voulez savoir si les gens ont fait des progrès en art dramatique au sein des entreprises en reprenant des sketchs de Caméra Café? Je ne sais pas, parce que évidemment on ne parcourt pas les entreprises de France pour voir de quelle façon elles évoluent, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en tout cas les gens ont beaucoup de tendresse et d'amitié pour ces personnages, car bon là on sort d'une tournée en province, que ce soit Cherbourg, Perpignan, Brest, Rouen, Metz, Nancy, et vraiment il y a quelque chose de l'ordre du charnel avec ces personnages. Les gens vraiment nous remercient de les faire rire tout simplement, et pour certains aussi de les faire rire en les faisant un tout petit peu réfléchir et peut-être de prendre un tout petit peu de recul sur certaines, je sais pas, quand on peut avoir des réactions un peu idiotes, des préjugés les uns sur les autres, parce que pendant que les gros s'en foutent plein les fouilles, c'est bien connu, en bas, ça, voilà, dans le marigot, ça se tire l'un sur l'autre. En tout cas, vous avez il en reste que l'humour des fois, oui, c'est ça. Vous avez été copié par Georges Clooney, hein, qui de lui devant sa machine à café aussi. Ouais, mais je sais pas pourquoi le café, ça le rend beau, lui. On a beau boire du café, mais j'arrive pas à avoir la même tête que lui. Dans un instant, retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Vous avez profité, et je vous en remercie, de la faculté qui vous était donnée de passer un coup de fil à nos frais. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous? Je suis Armel. Armel. C'est Armel. Vous êtes arrivé à vous glisser dans le duo Bruno-Yvan? Oui, je me suis glissée. D'abord, c'est eux qui sont venus me chercher, donc ils m'ont accueillie. Oui. Et, je ne vous cacherai pas qu'au début, je ne comprenais rien. Parce qu'ils ont une espèce de complicité presque télépathique. Alors, je les voyais rigoler, ricaner, tout ça, à des trucs qui, moi, m'échappaient totalement. Et ce qui me frappait le plus, au début, c'était qu'il y avait beaucoup de blagues sur les bagnoles. Moi, j'y connais rien en bagnole, j'ai pas mon permis. Et tout d'un coup, il y en a un qui disait truc de cardan ou truc de culbuteur ou de je sais pas quoi, ou de vilebrequin.
Et hop, il rigolait. Oh, c'était plein de sous-entendus, t'as rien vu venir à l'époque, c'est vrai. Et puis maintenant, vous avez été adopté, vous faites partie de la famille. Hein. Oh ouais, ils sont merveilleux. Oh, oui. Ils sont merveilleux. J'ai l'impression des fois de bosser avec la comtesse de Rothschild. Ce sont de grosses pommes de terre. Ouais, non, mais c'est vrai qu'Armelle, au début, elle était perdue, mais on aimait tellement son univers, cette poésie un peu déglinguée qui se dégageait d'elle, et puis surtout son talent d'actrice, parce qu'elle avait déjà fait ses preuves, que voilà, c'était une sorte d'évidence pour nous de jouer avec Armelle. Et tout d'un coup, c'est pas tellement elle qui a compris notre univers, c'est nous qui sommes allés en Armélie, si j'ose dire, parce que c'est vraiment ça. D'ailleurs, son spectacle s'appelait comme ça, Voyage en Armélie. On pouvait pas trouver une meilleure définition. Et on a décidé de lui créer un rôle totalement, qui lui ressemble totalement, et qui a fait qu'elle est devenue le personnage le plus populaire de la série. Maëva, puisque c'est son nom dans la série, est devenu vraiment le personnage le plus populaire de Caméra Café. Je dois vous remercier, Bruno, et vous aussi, Yvan, parce que grâce à ce coup de téléphone et de la petite enquête préalable que nous avons menée, j'ai pu identifier quelqu'un qui, voilà quelques semaines, dans un TGV, était venu me dire bonjour et m'avait laissé un petit poème. Avec la tête énorme et les pieds minuscules, au moindre courant d'air, voilà que l'on bascule. Mais avec un peton 41 fillettes, peut-on prétendre un jour devenir grosse tête? Ça s'appelle un appel du pied, Philippe. Ah bah écoutez, c'était formidable. J'ai pas compris sur le moment. J'ai vu une très jolie personne qui s'enfuyait à toutes jambes. Oui, avec une cape. C'est bien la seule à courir dans le TGV avec une cape. Et une crinoline. Elle a un côté fantomette un peu, Maëva. Ouais. En plus, j'ai pas compris pourquoi je bénéficiais de ce si gentil poème. Bon, bah écoutez, effectivement, il faudra qu'un jour on vous invite aux grosses têtes. Voilà, j'ai compris le message est reçu. Ce serait une retraite choix. Ah ouais, perdez pas votre temps dans le TGV, Philippe. Hein. Pour faire la métaphore, les garçons c'est Villebrequin et les filles c'est Brodequin. Voilà. Non, mais elle glamouriserait, si j'ose dire, un petit peu les grosses têtes en venant ici. Oui, ça vous ferait du bien, je crois. Attendez, ça ferait plaisir à Pierre Bellemare qui est un grand romantique. Notre mixité et notre parité laissent à désirer. Hein. C'est vrai, de temps en temps. Il va désirer, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein? Merci Armelle, merci et peut-être à bientôt. Il y avait un épisode où elle avait recueilli un pigeon et que vous l'aviez tué. Ça me fait hurler de rire. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et à faire cuire le pigeon après, l'autre il était malade à gerber. Il avait du vomi dans le dos, c'était affolant. Oui, qu'est-ce que ça m'a fait C'est plus drôle à voir qu'à raconter, hein, je vous le dis. Non, je vous le dis, cher auditeur. Non, mais ce qui est très drôle, c'était un sketch assez culte. Chez vous, c'est cette proximité, la proximité avec les toilettes. Oui, ça c'est extraordinaire. Oui, mais vous savez qu'après le premier QFA du matin, en général, il y a souvent une sorte de réflexe. Oui, il y a une relation de cause à effet. De cause à effet qui fait qu'effectivement, les toilettes sont tout près de la machine à café et que ça nous permettait, évidemment, cette proximité-là nous permettait de des faire blagues fines. Voilà, des sketchs parfois, effectivement, avec des envolées. Oui. Non, mais pas que des blagues fines, il y a aussi une nécessité dramatique au fait que vous avez un échappatoire ou un endroit où on peut s'isoler, où on peut manigancer sans que les autres ne le voient. Donc, on avait fait une caméra invisible une fois absolument magnifique avec les Water. Donc on avait pris des bureaux, bien sûr. Dans ces bureaux, il y avait des secrétariats. Et on avait mis sur la porte d'un secrétariat, bien entendu tout ça avec la complicité de la secrétaire, on avait mis toilettes. Bon. C'était basé sur le principe que les hommes se préparent très nettement avant d'ouvrir la porte. C'est-à-dire que déjà, ils ont la main et tout est prêt. Et donc, ils tombaient en face d'une fille très belle, bien entendu. Ça donnait des gueules absolument extraordinaires. Le type vraiment déjà ouvert. Un gars qui veut pas perdre de temps. C'était absolument inouï. Montage par succession d'images, c'était tiré. Vous n'êtes pas déçu non plus quand vous mettez une caméra à la sortie, parce que généralement, ils n'ont pas fini de se reboutonner. C'est pareil. Les grosses têtes sur RTL. Alors vous êtes allé beaucoup plus loin, Bruno Solo. On vous a retrouvé en Mongolie. Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans votre registre comique habituel. Hein. Ah non, je suis parti. C'est une escapade plutôt sérieuse. Sérieuse, et en même temps j'ai beaucoup ri parce que j'ai rencontré un homme formidable là-bas, Bad Bayard,
qui est une des plus belles rencontres de ma vie. Et ce voyage chevalier. Sans peur et sans reproche, tout à fait. Ceci dit, il n'est pas loin d'être sans peur et sans reproche parce que c'est un homme merveilleux et je suis très fier de partager. Combien de temps vous êtes resté là-bas ? Je suis parti 3 semaines là-bas et c'est sur le principe donc de rendez-vous en terre inconnue. On ne sait pas où on va parce qu'on a les yeux bandés, on a un casque sur les oreilles, on vous amène à l'aéroport et c'est seulement quand l'avion est décollé qu'on vous dit voilà Bruno, tu pars en Mongolie dans les environs d'Oulan-Bator et j'ai vécu pendant 21 jours comme eux, avec eux. Et j'ai rencontré un des hommes les plus beaux que j'ai jamais rencontré de ma vie. Effectivement, ce type me hante encore. Et par le plus grand des hasards, il y a des gens qui ont vu l'émission, qui sont partis sur ses traces et ils l'ont retrouvé. Et c'est immense, la Mongolie. Ça fait 4 fois la France, 4 fois et demi la France. Et il y a 2 millions d'habitants, donc c'est le pays le moins peuplé de la Terre. Ils l'ont retrouvé, et ils l'ont pisté, ils l'ont retrouvé. Et ils m'ont enregistré un petit film que j'ai regardé il y a pas longtemps. Donc quelque part, je garde des relations, même si elles sont très lointaines avec lui. Qu'est-ce qu'on mange là-bas en Mongolie ? Oui, alors ça, par contre, pour un palais typiquement français, c'est sans aucun doute le pays le plus éloigné. Ah non, pas du cheval, surtout pas. Ah non, c'est des cavaliers. Non, c'est le pays, on les appelle les hommes chevaux, c'est des centaures. Il n'y a pas beaucoup de mer, mais il y a des yachts. Oui, il y a des yachts, mais pas de mer. Ouais. Non, elle est très jolie. Et merci, messieurs. Philippe Chevalier sans peur et sans reproche. Le chevalier Bayard. Il est finot. Non, mais oui, c'est un pays merveilleux. Qu'est-ce qu'on mange on y mange essentiellement de la chèvre, du bœuf, mais qui n'est pas vraiment cuisiné, qui est juste bouilli. On y mange très peu de légumes parce que il fait 40 degrés en été, moins 40 en hiver. C'est le pays où il y a les plus grands écarts de température, donc ils ont besoin vraiment d'avoir beaucoup four le jour et frigidaire la nuit. Oui, c'est un pays vraiment époustouflant à voir et à vivre. T'as été sur les petits chevaux là ? Oui, j'ai fait beaucoup de cheval. C'est d'ailleurs un des critères qui a fait qu'ils m'ont recruté pour cette émission. C'est parce que je suis cavalier. Oui, les fameux, on vit dans les yaourts. Et qu'est-ce qu'ils ont comme alcool local ? Alors ça, c'est du Nérac. Par contre, ça, quand vous avez bu ça, vous pouvez tout boire. Oui, ça doit être costaud, oui. C'est du lait de jument fermenté. Et c'est la chose la plus terrifiante. D'ailleurs, on le voit, le moment où j'en bois pour la première fois. C'est vrai que pleures d'ailleurs. Je pleure en buvant. Je pleure de l'émotion de découvrir quelque chose que je ne boirai plus jamais. Enfin, que je crois à ce moment-là ne plus boire jamais. Et j'en ai bu tous les jours, comme quoi on s'habitue à tout. Et ça pèse combien au point de vue de degré alcoolique ? Ah, c'est pas très alcoolisé. Ah non, c'est seulement dégueulasse. Non, c'est juste simplement dégueulasse. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous apercevoir dans quel pays vous étiez arrivé ? Ah mais non, mais ça on le sait dès que l'avion a décollé. Dès que l'avion a décollé de Roissy, on passait par Moscou puis Oulan-Bator. Il y a une douzaine d'heures de voyage. Mais non, ça je le sais. Et justement, on profite du voyage pour m'expliquer un petit peu ce que je vais faire et ce que je vais vivre. Mais en fait, chaque jour, vous découvrez de nouvelles aventures. Tout le monde est averti, sauf vous. Donc, vous vous laissez totalement porter par le voyage. C'est l'une des plus belles, si c'était la plus belle expérience de ma vie. Tu dis qu'en fait, on t'amène à l'aéroport les yeux bandés. On ne passe et dès que tu es dans l'avion, on te dit où tu vas. Ouais. Donc, ça sert pas vraiment à grand chose parce que l'aéroport, t'as pas besoin qu'on te bande les yeux pour aller à l'aéroport. Faire demi-tour. parce que ils veulent. Non, c'est uniquement d'un point de vue télévisuel. Ils veulent découvrir ton visage au moment où ils te donnent la destination. Et tu ne dois pas préparer ton voyage en amont. Tu pourrais voir sur les panneaux. Voilà, c'est pour ça qu'ils mettent aussi un casque sur les oreilles pour qu'il y ait la musique. Tu ne sais pas comment t'habiller alors. Non, c'est eux qui préparent ta valise. Toi, t'amènes que des slips et des chaussettes. C'est ce que je fais en règle générale quand je pars en voyage. Moi, les flics, quand ils m'ont emmené dans l'autocar, ils m'avaient pas bandé les yeux. Ils m'ont dit on va à Fleury-Mérogis. J'ai pensé 6 mois, c'est bien. Ils font ça aux États-Unis dans les Airbus. Oui. Ils vous bandent les yeux et vous disent on va dans l'Hudson là dans 3 minutes. Ah tiens, formidable. Question de Monsieur Scran. En quoi consiste le jeu du streaking ? Eh ben c'est courir à poil sur un terrain de... Exactement. Jusqu'à temps que la police vous arrête. Bonne réponse de Perroni. C'était lancé par les Anglais, ça. Question de Madame Cassagne. De quel trophée physiologique est composé le bracelet que Robert De Niro porte en permanence au bras ? Poil d'éléphant. Non. Ah non. C'est des dents de lait. Des dents de lait. Des dents peut-être, non, oui. Sur des poils, sur des poils. Des dents de quoi ? J'ai dit trophée physiologique. C'est des calculs rénaux. Des calculs rénaux. Oui. Bonne réponse de Perroni. Bravo. Pourquoi ils portent ça autour du poignet ? C'est les siens. C'est les siens. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Bah oui, c'est pas ceux de Fernand. Ah non, mais c'est Robert de Reynaud en fait. Voilà. Oui, et Jean Reno, lui, il a des calculs de Niro. Oui. On va pas s'en sortir là, putain. C'est curieux quand même. Hein. Oui, c'est marrant. Question de Madame Laporte. Laporte, merde. Il sera bientôt notre invité.
Sur quel produit usuel employé par l'armée britannique a-t-on inscrit propriété de Sa Majesté la Reine d'Angleterre? Les capotes anglaises. Non. Le papier hygiénique. Le papier hygiénique, bonne réponse de Péroni. Il est bon dans ces questions-là. Pourquoi propriété de la Reine d'Angleterre? Et pourquoi propriété de la Reine d'Angleterre? Parce que c'est une spécialiste du trône. Voilà. Mais non. Ce chevalier, il a absolument De l'invité d'honneur, la honte d'Yvan. On commence par la mienne? Oui. Oh bon bah voilà, alors forcément on n'est pas toujours brillant. Hein. T'as fait popo dans ta culotte à 20 ans. Non, c'est pas ça? Non, récemment. Allez, termine ta phrase parce que s'ils arrêtent là, tu vas être mal. Non, récemment. Dans les questions voilà, j'avais il y a quelques années de cela un voisin avec qui j'avais le casse-couille quoi. Enfin le mec qui passe sa vie derrière ses ridalins à tes pieds, à voir ce que tu fais, à appeler la police parce que ta bagnole est mal garée, à appeler la police parce que t'as pas collé ta vignette d'assurance sur le pare-brise. Appeler pour être voisin, tu sais, il y a des voisins qui avaient des rapports très 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 proches avec la police. Bon alors voilà, on faisait un peu de musique, il était 22h, il appelait les flics, enfin bon voilà. Et donc un jour n'y tenant plus. En plus, tu fais de la musique avec des gitans et en plus comme il était un peu raciste. Oh bah oui, voilà, en général ça va. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Puis un soir, je suis saoulé, je suis avec mon fils et je dis tu vas voir. Et je décide, je pisse sur sa porte. C'est très con, hein. Oui, c'est très con. Et tout d'un coup, j'entends Monsieur, vous faites quoi là? Et je me retourne et derrière, il y avait une caisse de flics. Les amis du propriétaire qui venaient pour l'apéro. Ah, bien vu. Ah, bien joué. T'avais trouvé le bon créneau là. Et donc on peut savoir ce que vous faites. Oh bah je me promène. Vous avez une façon particulière de vous promener. Donc j'ai promène Popol, on peut dire dans ces cas-là. Non mais là je me suis excusé. Enfin je me suis justifié comme j'ai pu. Enfin, j'ai pris une honte terrible devant mon fils. Et donc c'est un souvenir qui nous anime régulièrement tous les deux. Et voilà, qui vous lie à jamais. Voilà, qui nous lie à jamais. Et maintenant, la honte de Bruno Solo. Moi, c'est moins graveleux, hein. c'est moins grave et ça ne regarde que moi. En plus, c'est vrai que j'étais à une fête avec un copain et j'étais extrêmement enrhumé. Donc déjà t'arrives, tu bois de l'alcool, tu le sens pas, et donc tu bois pour sentir, et donc t'es complètement bourré à la fin parce que tu sens pas tu sais pas si tu bois du jus d'orange ou du gin tonic. Et puis donc j'étais un peu cuit, et puis ce rhume là qui me tenaillait le pif comme ça. Et à un moment, une jeune fille charmante qui me connaissait d'une autre fête où elle m'avait vu beaucoup plus frais vient me voir, elle me fait comment vas-tu Bruno? Et là je suis pris d'un éternuement, tu sais ces éternuements que tu veux réprimer pour pas envoyer bien entendu des postillons qui laissent passer des choses, qui laissent passer des choses. Et là j'éternue très fortement en fermant la bouche en faisant ça, donc je souffle avec le nez et là deux énormes limaces tirant sur sur le jaune fluo presque. Des limaces lucioliques, si j'ose dire, qui me descendent mais jusqu'en bas du menton, de chaque côté des narines, et là sous le nez, et je le vois pas, je le sens pas, tu vois. Et là j'ai mon copain qui part bien entendu par terre de rire et tout sur le sol, et je le vois faire le cancrelage, je lui dis qu'est-ce qui se passe, la fille qui s'enfuit, que j'ai jamais revu de ma vie d'ailleurs, et moi qui me retourne dans un miroir qui était juste à proximité, et qui voit donc ces deux énormes, tu vois ce truc là, vestiges narinaux, et je me suis dit bon ben voilà, je vais partir. Donc je me suis mouché avec ce que j'ai pu trouver, et en l'occurrence mes mains. Je me suis essuyé sur un siège et je suis parti, j'ai quitté la fête et je crois ne pas être sorti à une fête pendant 2-3 ans. Et d'avoir décidé de ne jamais être enrhumé aussi en allant à une fête. Merci Bruno Solo. Oh bah oui, je vous en prie. C'est vrai que c'est pas mal pour draguer. C'était courageux de l'avouer quand même. Oui, c'est courageux. Mais c'est marrant, je m'en veux maintenant. Là. Ça t'a empêché de tenir la chandelle. Oui, c'est clair, j'ai rien de tout. La dernière citation nous a été adressée par Monsieur Fournier de Rouen, qui a dit « Rien ne renforce plus l'amitié entre deux hommes que lorsque chacun d'eux considère qu'il est supérieur à l'autre. » Ouh la vache. Remarque très c'était des mecs. Oscar Wilde. Alors, c'est un homme qui est si peu vivant qu'il est né et il est mort au 19e siècle. Ah bon.
Et Ça ressemble à un cinéma, c'est la Georges Feydeau, ça. Alors non, alors c'était pas un comique, c'est un homme qui a laissé la photographie la plus complète de la société de son époque. Balzac. Eh ben c'est Balzac, bonne réponse collégiale. Et maintenant l'histoire du jour. L'histoire du jour qui va être racontée par un expert, par Philippe Chevalier. Alors, il faut quand même dire qu'elle vient de Zillisheim, où gîte Madame Rettler. Voilà. Applique-toi, hein, parce qu'elle est courte. Un patron a embauché une secrétaire blonde. À la fin de la première semaine d'essai, il la convoque dans son bureau et lui dit « Écoutez, Patricia, ce ne sera pas la peine de revenir lundi. » Elle lui dit « Ah bon? Eh ben alors, à mardi !» La discrétion est la vraie marque du talent. Elle est très bien. Donc à mardi alors. Il n'y a pas de grosse tête lundi. Oh, écoutez, il y en a une deuxième. Et j'avais pensé qu'elle était de nature à amuser nos deux camarades, Bruno et Yvan. Un nouveau directeur, donc connu pour sa sévérité et son intransigeance, est nouvellement muté au poste de direction d'une grande entreprise. Il ne tolère pas qu'on ne se donne pas à 120% dans son travail et a la réputation de virer sur le champ les collaborateurs qui ne donnent pas le maximum d'eux-mêmes. Le premier jour, on lui fait faire un tour des services. Durant sa visite, il aperçoit un type adossé au chambranle, en un mot, d'une porte. Tous les collaborateurs peuvent le voir et le directeur se dit qu'il tient là une bonne opportunité pour montrer à tout le monde qu'il ne tolère pas la paresse. Il se dirige vers le type et lui dit bien fort « Dites donc, jeune homme, combien gagnez-vous par semaine ?» Un peu surpris, le type lui répond 300 €, pourquoi? Le directeur sort son portefeuille et en sort 600 €, le donne au type et il crie « Ok, voilà ton salaire pour 2 semaines, et maintenant tire-toi et ne reviens jamais ici, compris ?» Le type détale. Le directeur se sent très fier d'avoir démontré à tout le monde qu'il ne tolérait pas la fainéantise et demande aux autres employés qui ont assisté médusés à la scène « Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ce feignant faisait ici ?» Avec un petit sourire, un collaborateur répond « Il nous a livré une pizza. » Histoire à la fois drôle et morale. Alors un grand merci à Yvan Le Bolloc et à Bruno Solo d'être venus parler de Le Séminaire, un prolongement cinématographique, mais il y en aura d'autres à la télé, à Caméra Café. Merci, bravo, à demain.